Bonjour Lorient, faculté des lettres, nous remontons le temps jusqu'aux années folles. Une époque où le ballon rond cherchait encore son identité. Entre amateurisme marron et naissance du professionnalisme en 1932, le football français a vécu une métamorphose fascinante. Pour nous éclairer sur ces pionniers qui peinaient à faire du football leur métier, nous recevons l'historien François Darocha Carneiro dans nos locaux de GEM Radio. Plongé dans une époque où le sport roi apprenait à devenir une industrie. Monsieur Darocha Carneiro, bonjour, merci d'être présent dans les locaux de GEM Radio. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Merci déjà pour votre invitation. Donc, je suis chercheur associé au laboratoire CRES à l'Université d'Artois, université dans laquelle j'avais préparé ma thèse de doctorat et soutenu ma thèse de doctorat sur les joueurs de l'équipe de France de football depuis 1904. Et je travaille donc sur l'histoire du football français, en particulier actuellement sur les années 20-30 dans la conurbation Lille-Roubaix-Tourcoing, puisque cette région a connu un grand nombre de clubs d'élite dans les années 30. Il y avait 5 clubs professionnels. Et donc, autour de la thématique de la professionnalisation, et j'ai répondu à la proposition qui m'était faite de l'Université Bretagne Sud de venir parler autour du football des années 20-30, du football français des années 20-30, à l'occasion du centenaire du Football Club de Lorient. Monsieur Darocha Carneiro, vous parlez d'amateurisme entre guillemets marron. Quel était le stratagème le plus insolite utilisé par les clubs de l'époque pour rémunérer les joueurs en secret? Alors l'amateurisme marron, c'était une expression qu'on trouvait à l'époque dans la presse et dans les milieux dirigeants, donc ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Les stratagèmes des dirigeants, pour la plupart, étaient relativement simples. C'était de garantir un emploi, un travail, une situation économique aux joueurs qu'ils embauchaient, qu'ils recrutaient, qu'ils embauchaient non pas au sein du club officiellement, mais au sein de structures parallèles au club, par exemple des entreprises avec qui ils pouvaient être en contact. Je pense à un exemple, celui du défenseur Maurice Mathieu, qui a joué entre autres au club des banquiers, au club athlétique de la Société Générale, et qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, se retrouve recruté par le Racing Club de Roubaix, alors qu'il est parisien, et en échange, il obtient la concession d'un garage à Roubaix. Donc ce sont des pratiques qui sont relativement courantes de la part des employeurs, y compris de la part des clubs qui vantent absolument les qualités de l'amateurisme, et c'est le cas du Racing Club de Roubaix, qui se veut absolument fidèle à l'amateurisme. Au travers de l'illustration que vous venez d'évoquer, on peut parler quand même de l'hypocrisie du système à l'époque. Oui, c'était un système hypocrite, et c'est d'autant plus vrai que ça va devenir aussi le leitmotiv des partisans du professionnalisme que de dénoncer l'hypocrisie et l'inefficacité surtout de ce système. Il était très difficile d'assurer un haut niveau de spectacle avec des employés qui n'auraient pas été rémunérés, tandis que les recettes des clubs dirigeants ne cessaient d'augmenter avec l'afflux de personnes, de spectateurs. Faire ressortir la nuance historique entre le statut juridique et la réalité quotidienne du métier de footballeur, est-ce qu'on peut dire qu'en 1932, le professionnalisme est enfin légalisé? Et dans ce cas-là, pourquoi parlez-vous d'une simple légalisation, là encore entre guillemets, plutôt que d'une véritable révolution pour les joueurs? Parce que, là encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un footballeur, Jacques Mérès, qui avait écrit un petit livre, Football quand tu nous tiens, et qui dit que finalement ce grand tournant n'a pas été du tout la révolution attendue. Finalement, l'amateurisme marron était suffisamment implanté pour qu'on observe une légalisation d'une situation qui était incontrôlable jusqu'alors, sans qu'il y ait pour autant une véritable professionnalisation des métiers du football, qu'il y ait véritablement une professionnalisation de cette activité. Bon nombre de joueurs continuaient ainsi leurs activités professionnelles tout en gagnant un petit pécule qui leur permettait ensuite peut-être de s'installer ou qui leur permettait de s'installer puis de continuer à jouer tout en étant patron du bar tabac du coin. C'est une activité assez fréquente, ou patron d'un commerce d'articles de sport.
Donc on a une situation où finalement ce ne sont pas des joueurs qui deviennent des footballeurs professionnels, mais qui deviennent des footballeurs rémunérés officiellement. Et donc, on n'a pas un métier du football, un corps de métier du football qui s'implante. Et lorsqu'il y a des tentatives syndicales de création, de coopération de joueurs, entre autres le syndicat des joueurs qui est lancé par Jacques Mérès à l'automne 1936, eh bien c'est un échec parce que ce n'est pas le véritable métier de la plupart des joueurs. Le véritable métier, ça reste un autre métier que footballeur. C'est vraiment une rémunération d'appoint qui arrive là avec la pratique du football. La seule différence à partir de 1932, c'est que ça devient légal. Une autre différence aussi, c'est quand même que le marché des footballeurs devient de plus en plus ouvert et de plus en plus visible. Ce n'est plus une chasse à l'hypocrisie. Désormais, il y a véritablement un marché qui s'installe et qui permet, entre autres, de faire venir une main-d'œuvre de l'étranger, souvent de pays à faible niveau de revenu ou à plus faible niveau de revenu que la France. Il y a eu beaucoup dans les années 20 d'immigration britannique qui, elle, était exigeante en matière de rémunération de football. Les clubs se retrouvant dans des situations un petit peu délicates dans les années 30 parce que le professionnalisme arrive au moment où la crise économique aussi arrive en Europe et en particulier en France, eh bien ils vont essayer de retrouver une main-d'œuvre de bon niveau, mais à faible coût, à plus faible coût que ne l'était la main-d'œuvre britannique. Et en la matière, ce sont les États des anciens empires centraux, en particulier la Hongrie, l'Autriche et, dans une moindre mesure, la Roumanie, la Yougoslavie, naissante, et puis l'Amérique du Sud, où là, on va trouver un stratagème pour les clubs, à savoir que dès lors qu'un Sud-Américain pourra prouver qu'il a une ascendance française, qu'il est descendant donc d'un immigré français, soit son père, soit son grand-père, eh bien, il pourra être considéré comme français, avoir la nationalité française et ainsi ne pas entrer dans le forfait de joueurs étrangers autorisés par club, à savoir 4, puis 3, puis 2 à la fin de la période, à la fin des années 30. Donc on a ce système-là qui se met en place. Mais clairement, ce n'est pas une révolution. Vous avez évoqué ce pont entre l'histoire et l'actualité contemporaine du football. Et donc, à l'époque, les partisans de l'amateurisme pur voyaient l'argent comme un poison pour le sport. Reste-t-il quelque chose de ce vieux débat dans le football business d'aujourd'hui ? On garde très très largement une lecture coubertinienne du sport. Coubertinienne parce que c'est toute l'idée de Pierre de Coubertin, qui était quelqu'un de très attaché à l'amateurisme, et c'est excessivement pervers l'amateurisme finalement. Non pas seulement parce qu'on peut toucher des primes à droite à gauche, qui, tout en gardant le statut amateur, vous permettent de vivre relativement correctement, mais surtout parce que le véritable amateurisme, lorsqu'il s'adresse au sport de haut niveau, eh bien, il réduit de fait le recrutement social des athlètes, des sportifs, puisque faut avoir quand même de quoi vivre pour s'entraîner très régulièrement, pour s'entraîner de telle sorte à jouer les compétiteurs, à être compétitifs. Et ça, seules les classes sociales les plus aisées, seuls les rejetons des élites ont les moyens de passer des heures entières par semaine à s'entraîner. Les autres, les employés de bureau et plus encore les ouvriers, ils ont un corps qui ne leur permet pas de s'entraîner parce qu'ils ont déjà livré tout le corps à l'usine ou dans les mines, et ils ont surtout un calendrier qui ne les permet pas de s'entraîner, puisque on sort de l'usine au bout de 10 heures ou 12 heures de travail forcené. Évidemment que le corps n'est plus disponible pour faire autre chose que de la détente. Donc le sport de haut niveau amateur, c'est réservé aux élites. Et ça, on le conserve encore dans notre discours quotidien sur le sport, un peu sur le football, mais surtout en comparaison avec d'autres sports. Je
Je pense par exemple, lorsque l'on a les Jeux Olympiques, on regrette bien souvent que des sportifs n'aient pas les financements, ne trouvent pas les sponsors pour s'entraîner. Et on comprend très bien qu'ils aient besoin de sponsors pour s'entraîner et être capables de défendre des chances dans les sports de haut niveau. Et dans ce cas-là, en parallèle, on place souvent les salaires totalement exorbitants de quelques footballeurs. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas tous les footballeurs qui gagnent des salaires exorbitants, et il ne faut pas non plus oublier que les carrières de footballeurs sont des carrières généralement très courtes, là où elles ont nécessité des efforts depuis l'enfance. La formation commence le plus souvent vers 10-12 ans, et on est très facilement à 12-14 ans, séparé de ses parents. Bon, il ne faut pas oublier les difficultés de la formation. Cet argent n'a pas été volé. Mais c'est souvent, en effet, en regard des abus du football professionnel, des abus spéculatifs de ce football hyper médiatisé, que l'on évalue la possibilité d'un sport amateur ou les difficultés du sport amateur. Qu'est-ce qui est en cause finalement ? Ce n'est pas obligatoirement le salaire des joueurs de football. Ce qui est en cause, c'est l'idée même d'un statut amateur pour les sportifs, dès lors qu'on leur exige un haut niveau. C'est l'hypocrisie du système qu'il faut dénoncer. C'est l'inefficacité et l'impossibilité de garantir un sport de très haut niveau si on garde un statut amateur. Et c'est cela qui est fondamentalement pervers, à savoir que ce sont les footballeurs qui prennent cette image dans la tête. Les sportifs les mieux payés, hein. Mais on oublie toujours que les sportifs les mieux payés, ce sont les golfeurs, ce sont les coureurs de Formule 1 ou les basketteurs. Non, c'est le football que l'on a en tête, avec les 3-4 personnages qui gagnent des dizaines et des centaines de millions d'euros, en oubliant toute la masse de footballeurs, toute cette masse d'enfants privés de leur cocon familial à 12-13 ans, qui se retrouvent parce qu'eux ont quand même réussi à devenir footballeurs professionnels, contrairement à la cohorte qu'ils ont connue dans les centres de formation, qui se retrouvent en 3e division tchèque à gagner quelques centaines d'euros chaque mois. Vous l'avez évoqué et souligné, l'évolution de la condition de l'athlète. Si l'on téléportait une star de football des années 30 sur une pelouse de Ligue 1 actuelle, quel serait, selon vous, son plus grand choc ? Le rythme du jeu ou le statut social des joueurs ? Là voilà la question piège. La question à laquelle il est impossible de répondre. J'aurais tendance à avoir une réponse de Normand, les deux. Les deux parce que, évidemment, que le jeu a excessivement changé sur un siècle, bien sûr, mais même sur les 20 dernières années, les 30 dernières années, et les joueurs des années 80 que je peux croiser me disent tous, aujourd'hui ça va beaucoup plus vite. Les champions du monde de 98 le disent aussi, ça va beaucoup plus vite. Donc il y a évidemment la qualité de jeu qui est très différente. Pour ce qui concerne le football français, dans les années 20, on voyait plutôt le football français comme reposant sur un style qu'on qualifiait de furia française, de furie française, c'est-à-dire qu'on balançait le ballon, c'est un hurrah football, on le balançait en avant et puis on espérait le rattraper et on fondait tout non pas sur la construction mais sur la vivacité des joueurs. C'en est fini. Aujourd'hui, on a des jeux qui sont excessivement structurés tout en allant excessivement vite avec des corps qui sont beaucoup plus athlétisés qu'ils ne l'étaient il y a un siècle, avec une rapidité de vue, avec aussi une faculté de blessure qui est plus forte qu'il y a un siècle, parce que le moindre muscle froissé brouille toute la mécanique de ce jeu. Donc il y a évidemment cet aspect-là qui choquerait beaucoup le joueur des années 20-30, mais évidemment également que le statut du joueur serait
absolument incompréhensible, même pour des vedettes du sport de l'époque, hein, même pour un Pierre Chériguès, pour qui les spectateurs venaient voir un match, si on savait qu'il allait évoluer dans l'équipe du Red Star ou dans l'équipe de France, qu'on reconnaissait à sa casquette, même pour un Raymond Dubly roubaisien, même pour un Henri Barre ou qui d'autres, de Vaquet ou d'autres, eux-mêmes seraient excessivement surpris. Il faut juste penser à ce que pouvait dire Lucien Laurent, qui est le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, donc en 1930, décédé en 2005, qui disait que finalement, personne ne s'était vraiment aperçu de ce but, qu'il allait être le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et c'est assez tardivement, c'est à la fin du XXe siècle, qu'on s'est remémoré, qu'on est allé revoir un petit peu les archives, etc. Et qu'on s'est aperçu qu'il était encore vivant. Sa starification, elle ne datait pas de 1930. Donc évidemment qu'aujourd'hui, le moindre petit mouvement, le moindre dribble, le moindre coup du sombrero ou la moindre reprise de volée passe en boucle sur les réseaux sociaux, et donc on a une caisse de résonance qui est totalement différente de ce que pouvait être la presse sportive des années 30. Et on a des images en plus aujourd'hui, ce qu'on avait que très très rarement dans les années 20-30. On n'a quasiment pas d'images animées de films dans les années 20-30 pour le football. Alors, sur la fin de la période, si, quelques films pour 1938, pour la Coupe du Monde en France. Mais autrement, je n'ai jamais vu Raymond Dubly jouer autrement qu'en lisant ses récits de match ou en regardant ses photos. On va lier le sujet local à la grande histoire de la sélection nationale. Donc vous êtes spécialiste de l'équipe de France. Hein. Comment ces débats sur le professionnalisme ont-ils influencé les premiers pas de nos Bleus dans des premières Coupes du Monde ? Ils n'ont que très très peu influencé en fait. Parce que la plupart des joueurs étaient déjà dans cette situation mixte, hybride, d'un amateurisme puis professionnalisme marron dans les deux situations, puisqu'en fait, ils gagnaient un peu d'argent, ils gagnaient parfois beaucoup d'argent quand même à l'échelle de leur époque en pratiquant le football, mais ce n'était pas leur situation première, ce n'était pas leur situation officielle pour la plupart. Là où il commence à y avoir quand même une bascule, c'est surtout à partir de 1938, où on assiste à quelques joueurs d'origine étrangère, naturalisés ou dont on reconnaît la nationalité française, donc naturalisé Gusti Jordan, autrichien, ou dont on reconnaît la nationalité française, par exemple Hector Cazenave, franco-uruguayen, qui sont présents dans l'équipe de France, qui dispute cette Coupe du Monde chez elle, à domicile. Mais sinon, la question du professionnalisme, elle n'apparaît pas vraiment à ce moment-là. Et même, à la limite, ce qu'il y a un peu d'amusant, c'est que l'équipe de France, en 1938, elle se présente comme d'un professionnalisme à l'image du Front populaire. À savoir que les reportages qui sont faits sur son entraînement montrent une équipe qui est totalement différente de ce que propose l'Italie à ce moment-là, championne du monde en titre depuis 1934 et qui va remporter la Coupe du Monde de 1938, à savoir un entraînement excessivement militaire, excessivement cadré, excessivement sportif, là où à Chantilly, l'équipe de France de football va se montrer davantage dans un entraînement excessivement cordial, excessivement amical. C'est la belle équipe. C'est la France du Front populaire qui est en train de jouer à la pétanque, qui est en train de pêcher, qui est en train de jouer aux cartes. Et c'est tout sauf l'entraînement sportif, athlétique, gymnaste, excessivement poussé. Mais pour en revenir à votre question sur les effets du professionnalisme sur l'équipe de France en Coupe du Monde et plus généralement sur l'équipe de France, il faut attendre quand même très longtemps pour qu'il y ait de véritables effets du professionnalisme. Et moi, j'aurais tendance à considérer qu'il faut attendre que le professionnalisme devienne professionnel. Se professionnalise vraiment, c'est-à-dire à la toute fin des années 60 et surtout au début des années 70, avec l'adoption de la charte du footballeur professionnel, la charte du football professionnel, avec la création de centres de formation, et puis avec des entraînements beaucoup plus concentrés, beaucoup plus poussés, beaucoup plus
étudié avec, entre autres, tout ce qu'a mené Georges Boulogne comme politique à la tête de la direction technique nationale. Et donc, finalement, le premier effet de la professionnalisation sur l'équipe de France en Coupe du Monde, pour moi, on va le ressentir en 1978 en Argentine. Même 54, 58 et 66, on garde encore une petite âme d'amateur. Tout ce que vous venez d'évoquer, on pourrait le décliner sur finalement n'importe quel sport amateur, que ce soit dans le rugby, la natation, le cyclisme. Probablement pas. Parce que tout simplement, chaque sport a sa spécificité, chaque sport a sa propre historicité, se construit à des périodes différentes, se diffuse à des périodes différentes et dans des couches sociales différentes avec des débats qui vont différer. Alors on a des débats parallèles entre football et rugby le rugby incarnant l'amateurisme très longtemps et devenant professionnel à un moment où la médiatisation sportive est déjà très poussée. Donc les questions qui se posent autour de la professionnalisation du rugby n'ont rien à voir avec celles du football. À la limite, on pourrait peut-être faire des comparaisons entre fédérations. Je pense par exemple à l'Italie qui aujourd'hui est pour la 3e fois consécutive non qualifiée pour une Coupe du Monde, alors que c'est une des grandes équipes mondiales. Là, il y a peut-être un travail de structure à aller chercher, à aller inventer, et peut-être qu'il faut aller voir dans ce cas-là ce qu'a fait la France dans les années 70. Donc, il faut remonter 50 ans en arrière, mais autrement, entre sports, non, chaque sport a sa spécificité, et ni cyclisme, ni natation, ni même pratique féminine du football ne peuvent être comparés à l'historicité de la pratique masculine du football en France. De plus en plus, et certainement bien trop souvent, on compare l'équipe de France d'aujourd'hui à un taux de mélanine qui n'existait pas certainement dans les années 30. Qu'est-ce que vous en pensez de ce type de discours ? Alors déjà, une plongée historique, le premier joueur noir, c'est Raoul Diagne, en 1931 dans l'équipe de France. Raoul Diagne, c'est le fils de Blaise Diagne, fils d'un député devenu ministre. Bon, ça va, c'est pas la couleur de peau parfois qui l'emporte. Comme disait une chanson anti-esclavage sous la Révolution, la couleur tombe et l'homme reste. L'une des premières stars du football français, ce fut Larbi Ben Barek, qui lui aussi était noir. À la fin des années 30 jusqu'au début des années 50, c'est encore à ce jour le joueur qui possède la plus longue carrière en équipe de France de football. Donc ça, c'est la première réaction, c'est que ce n'est pas un phénomène nouveau. Aujourd'hui, c'est peut-être un phénomène qui a pris de l'ampleur sur le terrain, parce que nos meilleurs joueurs, semble-t-il, ont un taux de mélanine différent du mien, mais je ne vois pas en quoi l'équipe de France devrait être représentative à tout prix de la population française. Ou alors il faut qu'il y ait dans l'équipe de France également des personnes en fauteuil roulant, des personnes obèses. C'est une forte proportion de la population française. C'est bizarre, je n'en vois pas en équipe de France. Donc déjà, la notion de représentativité n'a rien à voir avec celle de sport de haut niveau. Il peut y avoir un recrutement qui est plus largement ouvert aux joueurs de couleur. J'aime pas trop l'expression, aux joueurs avec un taux de mélanine particulier. Oui, mais c'est peut-être parce qu'ailleurs dans la société, on ne leur a pas ouvert les mêmes portes que le monde du football leur ouvre. Peut-être qu'on n'a pas fait assez attention à nos banlieues, à nos quartiers, là où on les trouve plus particulièrement. Peut-être que le maillage éducatif, entre autres, du football est à prendre en compte, est à copier, parce que nos quartiers sont pleins de richesses que le football sait voir. Peut-être qu'on pourra avoir davantage encore de très grands poètes, de très grands
écrivains, de très grands athlètes dans d'autres sports, de très grands nageurs, si on investissait davantage dans les quartiers dans lesquels se trouvent souvent bloquées ces personnes issues soit de l'ancien empire colonial, soit des territoires d'outre-mer, de la France ultramarine. Autre réflexion, justement, les Arabes, le côté black-blanc-beurre, les beurs, ils ne sont pas si présents que ça en équipe de France de football. On focalise, et en mélangeant souvent l'origine géographique et la pratique religieuse supposée, mais citez-moi 10 joueurs de l'équipe de France d'origine nord-africaine. Allez, 15 joueurs. Ils sont à peine plus présents que les joueurs d'origine portugaise, qui, eux, ont été aussi les représentants d'une communauté très présente en France. C'était la première communauté étrangère dans les années 80-90. C'est juste un faux problème, et ça dit beaucoup moins de l'équipe de France que ça ne dit des racistes, de la pensée raciste, et suprémaciste. Et suprémaciste, pensée est un bien grand mot, des réflexes racistes. Moi, je suis désolé, mais j'arrive pas à avoir un problème dans la couleur de peau des joueurs que j'admire, que je soutiens. Dans mon équipe de cœur, qui est en l'occurrence le LOSC, ou dans l'équipe que je travaille comme terrain, à savoir l'équipe de France de football, la couleur de peau est un problème à étudier comme centre de critique, comme cible de critique, mais certainement pas parce que ces joueurs-là ont une couleur de peau particulière. Non, ça dit beaucoup plus du racisme, des racistes, que des joueurs eux-mêmes, que de l'équipe de France elle-même. Il faudrait peut-être quand même que ces racistes commencent à penser autrement, acceptent de penser autrement, et j'aurais tendance à refaire mienne une réponse qu'un de mes collègues et amis a faite à propos de 11 noirs en équipe de France, à savoir Yvan Gastaud, qui cette question, comment ça, on peut avoir 11 joueurs noirs en équipe de France de football? Il a répondu 11 noirs, tant mieux. Voilà. Un autre sujet tabou, la question ne l'est pas, c'est l'homosexualité dans le sport en général et en particulier dans le football. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? Il y a eu une évolution entre justement les années 30 à maintenant? Non, on reste très largement bloqué dans un schéma masculiniste, viriliste. Je n'aime pas le mot de patriarcal, mais c'est cela en fait qui est en cause. Et somme toute assez conservateur avec l'image de l'homme, le footballeur en l'occurrence, qui doit être en couple avec une femme et qui très vite, en couple avec une femme, doit fonder un foyer. Aujourd'hui, l'idée de mariage est peut-être moins obligatoire qu'elle ne l'était dans les années 20-30, mais on est encore dans ce schéma homme-femme, couple, qui devient famille. C'est un schéma qui vaut pour le football masculin français. C'est pas du tout un schéma qu'on retrouve dans le football pratiqué par les femmes, où là, il y a une beaucoup plus large et plus facile expression de l'homosexualité. C'est même un terrain de conquête des droits des homosexuels que d'aller jouer au football. En tout cas, c'est un terrain d'expression. Et c'est vrai que pour ce qui est des homosexuels hommes, pour ce qui est des gays, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on a bien sûr eu l'expérience du Paris Football Gay, on a l'expérience de la fédération et de la ligue qui lancent des campagnes contre l'homophobie. On a éventuellement 2-3 joueurs qui s'affichent à la une de journaux comme Tétu ou à l'affiche de réseaux sociaux, non pas comme homosexuels, mais comme gay-friendly. On a l'image d'Olivier Rouillet qui, à ce jour, sur les 950 joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France de football, est le seul à avoir fait son coming out en plus d'un siècle.
Donc on peut penser qu'il y a quand même beaucoup de honte dans tout cela, parce qu'on est dans un système qui est très fermé sur cette question-là, la peur de l'abus dans le vestiaire, la peur de beaucoup de choses qui se jouent, la confusion aussi, et un conservatisme qui s'exprime très volontiers chez certains footballeurs. Là où j'ai tendance à défendre très souvent les footballeurs professionnels, sur ce plan, j'aurais beaucoup plus de mal. Il y a une véritable omerta, voire des biais anti-homosexuels qui existent dans le football professionnel, dans le football amateur aussi, mais il existe des équipes amateurs gays, très rares quand même, mais elles existent. Dernière question tabou, les violences sexuelles dans le sport et en particulier dans le football. Ces violences sexuelles sont en train d'apparaître au grand jour dans toute la société, dans tous les champs de la société. La première des évidences, le football n'est pas intact de la perversité du monde. Il est une vitrine de ce qui existe dans le monde. Donc, ces violences sexuelles, elles existent. Elles touchent des clubs. L'Église a été la première institution finalement à être obligée de régler un petit peu ses comptes aux violences sexuelles. C'est pas achevé, mais il y a eu quand même beaucoup de choses de faites en près de 30 ans. Aujourd'hui, les clubs sportifs sont certainement les plus en vue de la lutte à mener. Ce sont les terrains sur lesquels il devient urgent de nettoyer ce qui s'est passé. Alors, on a bien sûr des cas très précis, Yannick Hanel par exemple. Bon, on a aussi le témoignage qu'a pu livrer Patrice Evra, ancien capitaine de l'équipe de France de football, qui a dit avoir été victime d'abus de la part de son entraîneur quand il était adolescent. Donc, il y a de quoi nettoyer. C'est très dur à faire parce que ce sont des liens humains aussi. À l'intérieur de chaque club, on a confié des jeunes à tel entraîneur et non, c'est pas possible que lui, il est dévié et tout. Et c'est jamais évident, ça fragilise beaucoup chaque structure, mais on ne peut plus laisser impunis ces crimes et on ne peut plus laisser ces criminels en libre service, sous prétexte qu'il y a la nécessité de la performance sportive. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se régler. Je pense que la plupart des dirigeants de clubs aujourd'hui, quel que soit le sport, s'ils ont connaissance d'une situation de violence sexuelle, en particulier de pédocriminalité, la plupart des dirigeants donc, vont faire en sorte de régler cela. Il faut faire confiance, il faut que la justice continue d'encadrer et de sévir, mais le fait est que c'est encore une actualité dont la page n'est pas refermée. On arrive donc au terme de cet échange. Donc on va vous retrouver à l'UBS pour évoquer justement toutes ces thématiques. Je suppose aussi qu'il y aura plein de questions qui vont être posées, notamment sur les tenues vestimentaires qui vont évoluer, mais aussi les substances un peu qu'on peut utiliser aussi dans le monde du sport. Et on l'a vu, conduisent à certains drames. Donc vous avez préparé en substance toutes ces réponses ? Non, je me laisserai porter par l'élan de la foule. Non, je suis en mesure de répondre à ces questions, ou en tout cas de donner mon avis d'historien à ces questions. Mais non, laissons le dialogue ouvert. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Merci Lorient, et bonne chance, bon deuxième centenaire au FC Lorient, même si ce n'est pas mon club de cœur, j'apprécie beaucoup qu'il existe. En conclusion, amateurisme passionné contre professionnalisme pragmatique, on comprend mieux que les enjeux qui agitent le football moderne prennent leurs racines dans ces années de reconstruction. Merci Monsieur François Darrocha-Carnero de nous avoir rappelé qu'avant d'être un métier mondialisé, le football a été un long combat pour la reconnaissance. Quant à nous, quant à vous, rendez-vous donc à la prochaine Planète Conférence pour une nouvelle exploitation de notre patrimoine.
Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous.